Alors, donc, nous reprenons avec des questions sur les primaires législatives d'abord, et ensuite sur le programme pour boucler tout ça. Donc d'abord j'ai une question de Delphine. Donc en janvier, une action vers des autres partis avait été entreprise, donc des choses qui ont été dites à la journée nationale. Où en est-on de cette initiative? Donc il y avait eu, donc c'était une initiative, je crois, pour une primaire citoyenne. Alors, en fait, Delphine fait référence justement aux tables rondes citoyennes dont on avait parlé. Donc, c'était des tables rondes citoyennes, c'était pas vers des partis, pas forcément, si les partis voulaient, on voulait bien, mais c'est plutôt vers le monde associatif, ONG, collectif. Donc, c'est en cours. Il y a déjà eu un petit point de fait dans la newsletter du 4 mars national, et il y aura un point encore fait dans la newsletter prochaine, la semaine prochaine, puisque effectivement, ça avance beaucoup et qu'on a beaucoup de contacts pris avec cette association, enfin, ces mouvements citoyens. Il y a une ébullition qui se tend vers 2017. Donc, vous avez des infos régulièrement. Là, je me permets de répondre parce qu'effectivement, elle me citait en plus dans la question. Donc, on travaille dessus et on est de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs, il y aura un appel à compétences aussi pour venir nous rejoindre parce que vous imaginez bien que si on fait des tables rondes citoyennes sur ces thématiques-là avec des gens, des experts aussi connus que ceux qu'on veut atteindre, il y aura c'est un gros événement majeur sur lequel la com pourra se greffer et tout le reste, et la communication d'idées et la visibilité de nouvelles donnes, etc. Alors d'où la question suivante d'Audrey. Pour les primaires, vous indiquez les options suivantes. Scénario A, pas de primaire à gauche. Scénario B, primaire de gauche sans le PS. Scénario C, primaire de toute la gauche, y compris le PS. Quid des primaires citoyennes? Voilà. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui vous vous situez par rapport à ces différentes options qui sont éventuellement concurrentes? Il y a un appel qui a été lancé par Thomas Piketty, Cohn-Bendit, Michel Vivorca et d'autres début janvier dans Libération, qui a réuni presque 100 000 signatures. Et en fait, la sauce est en train de prendre. Et toutes les semaines, on participe à des réunions avec les gens qui ont lancé cet appel, Piketty et d'autres, avec des représentants des écolos, du Parti communiste, de Ensemble, des frondeurs, du PS. Et à notre grande surprise, il est de plus en plus probable qu'il y aura effectivement une primaire ouverte à tous, vraiment citoyenne, c'est-à-dire que des gens pourront participer à cette primaire, même s'ils ne sont pas soutenus par un parti. Notre objectif, c'est qu'il y ait d'abord un débat. Donc on se retrouve toutes les semaines pendant 2 ou 3 heures. Nouvelle Donne y participe, tout en ayant dit qu'il n'y avait pas de vote, qu'il y aura un vote des adhérents pour savoir si on y va ou pas. Mais comme on a envie que ce soit le plus démocratique, on a envie d'être au courant de ce qui se prépare, on a envie que ce soit le plus citoyen possible, donc autant être parmi ceux qui y réfléchissent, même si on n'est pas engagé sur le résultat aujourd'hui. Et a priori, c'est plutôt bien parti, c'est plutôt même en train de se débloquer plus vite qu'on ne le pensait. Donc le Parti socialiste, alors que vous vous souvenez quand Cambadélis avait réagi la première fois, Cambadélis avait dit que des primaires de toute la gauche, n'importe quoi, c'était forcément François Hollande qui était le candidat, qu'il y en a qui ne veulent absolument pas de cette primaire. Quelqu'un comme Manuel Valls fait tout pour qu'il n'y ait pas de primaire. Manuel Valls théorise le fait qu'il y a deux gauches irréconciliables et que donc ce n'est pas la peine de faire des primaires. Donc on voit bien qu'il y en a qui ne veulent absolument pas de cette primaire, et puis il y en a qui l'acceptent, soit parce que c'est dans les statuts. Il y a des députés du PS qui rappellent à Cambadélis que s'il refuse cette primaire, il a intérêt à avoir des bons avocats. L'autre jour, deux députés ont dit à Cambadélis, tu as intérêt à avoir de bons avocats si la décision n'est pas prise assez vite. Et puis il y en a qui pensent que le pays a vraiment besoin d'un... Donc il y en a, c'est pour des raisons juridiques, il y en a c'est pour des raisons de fond, il y en a c'est pour des raisons tactiques, parce qu'ils voient que si la gauche est morcelée, le deuxième tour sera monstrueux entre l'UMP et le Front National. Donc pour toutes ces raisons, il est de plus en plus probable, et sans doute le PS devrait acter la décision. Je crois qu'il y a un conseil national le 9 avril au PS qui va acter cette décision. Après ça, l'enjeu, c'est qu'il y ait vraiment des débats et que ce ne soit pas une question de casting. Donc tous les jeudis, on est quelques-uns à dire la question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on a un débat sur le fond et pas simplement un casting en fonction des sondages. Mais donc, a priori, il y aurait une primaire. Alors après ça, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas y aller, mais c'est pas pour ça que, à mes yeux, mais les adhérents de Nouvelle Donne trancheront au mois de mai ou au mois de juin, c'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas y aller que ça ne reste pas un endroit intéressant pour faire passer nos idées. Voilà. Et les primaires citoyennes, effectivement, c'est ce que tu évoquais, Pierre, plutôt des primaires aussi où ça ne serait pas forcément des gens de partis politiques ou justement des personnalités, des égos. Et il y a plein de collectifs qui travaillent là-dessus. Tu m'avais effectivement fait venir à une réunion, ça continue, on y va. Et il y a plein de collectifs qui travaillent là-dessus. Il y en a une dizaine qui travaillent sur ce principe-là. Par exemple, soyons clairs, il ne faut pas qu'il y ait 3 primaires en parallèle, enfin, à nos yeux. C'est-à-dire que si on veut aussi le but, on est dans la Ve République, hein. On n'est pas en Espagne. C'est-à-dire qu'en Espagne, on voit que Podemos est allé
dans un rassemblement au municipal pour gagner quelques villes. Ils l'ont fait à Madrid, à Barcelone et ailleurs. Podemos était un élément d'un rassemblement qui a créé la surprise. Et maintenant, c'est des gens soutenus par Podemos qui animent la ville de Madrid ou de Barcelone. Et puis Podemos, ça peut aller au législatif tout seul parce que c'est un système législatif à la proportionnelle en Espagne. En France, ce n'est pas du tout le cas. On est dans la 5e République, il n'y a pas de proportionnelle et c'est l'élection présidentielle qui est l'élection fondamentale. Donc, ce serait dramatique s'il y avait plusieurs primaires en parallèle. Une primaire des partis politiques, une primaire des citoyens, une primaire de l'alternative, une primaire de l'espoir. Si on est 4 candidats ou s'il y a 15 candidats issus des primaires de Trucmuche, c'est le meilleur moyen pour qu'on ait le choix entre l'UMP et le Front National. Je vous rappelle quand même qu'un des objectifs, c'est qu'on ait un débat de fond et de dire qu'on en a marre du chantage, qu'on a encore connu au régional, le chantage où 3 jours avant le premier tour, on vous dit votez pour le PS, sinon vous aurez le choix entre la droite dure et l'extrême droite. Voilà. Donc c'est justement parce qu'on en a marre de ce chantage qu'on veut que ce soit des citoyens et non pas des appareils, qu'il y ait 3 millions de gens ou 4 millions de gens qui puissent décider quelle est l'équipe. Dans la 5e République, il faudra mettre le nom d'un homme ou d'une femme, mais à mes yeux, et je pense à nos yeux, c'est une équipe et c'est un projet qui peut faire bouger le pays. Donc c'est en ça que la primaire est intéressante, c'est d'avoir un débat de fond. Est-ce qu'on peut compter sur la croissance ou est-ce qu'on ne compte pas sur la croissance? Est-ce qu'on peut avoir une Europe politique ou est-ce que c'est l'Europe des marchés? Est-ce qu'on peut mettre les 1000 milliards de la Banque centrale, on les met sur les banques ou on les met sur le climat? Donc je trouve que pour nous, pour faire connaître nos idées, on voit bien partout où on est que dès que les gens connaissent nos idées et dès qu'on a un débat, l'autre jour à Bordeaux, j'étais en débat contradictoire avec Alain Juppé, je crois que dans la salle, il n'y avait pas photo pour savoir quelles étaient les idées les plus intéressantes entre celle de Nouvelle Donne et celle d'Alain Juppé. J'ai fait 1 heure de débat avec Manuel Valls il y a 5 ans sur France Culture. Tous ceux qui ont vu le débat disent que Valls n'avait rien à dire et que nos idées sont les plus... Voilà. Donc, le but, c'est d'avoir des primaires. Et la bonne nouvelle, c'est par exemple que Caroline Dehaas et ses amis qui avaient lancé un autre texte que Piketty, une autre pétition pour des primaires citoyennes. Au début, ils ne voulaient pas des partis, c'était très distant par rapport aux partis. Caroline et ses amis sont là tous les jeudis et sont parmi ceux qui disent il faut faire avec les partis. Parce que si on coupe la gauche en deux ou si on coupe, c'est pas d'un côté les citoyens, de l'autre côté les partis, ce serait mortifère, mais il faut que ce ne soit pas réservé aux partis. Donc par exemple, un des prochains sujets, c'est la barrière à l'entrée. On ne peut pas avoir 300 candidats dans ces primaires. S'il y a 300 candidats, c'est le plus connu qui va être l'émerger. Donc, il faudra qu'il y ait une barrière à l'entrée. Mais on n'a pas envie que ce soit comme à l'UMP avec 20 parlementaires. Parce que si c'est 20 parlementaires, il y a très peu de responsables d'ONG ou d'autres qui vont émerger. Donc, c'est un des prochains débats. Et c'est pour ça que pour le moment, on dit que Nouvelle Donne est intéressée, mais que Nouvelle Donne n'a pas topé. Et c'est les adhérents de Nouvelle Donne, adhérents et adhérentes, qui diront, en fonction de ce qui sera sur la table, qui s'invente avec les autres, est-ce que oui ou non on y va? Et si on n'y va pas, quels moyens on se donne d'avoir les 500 signatures pour être quand même présent? Toutes les semaines, il y a des adhérents qui nous disent mais il faut avoir les 500 signatures parce que si la primaire est un truc foireux, si c'est un piège, si le PS refuse le débat, on les connaît quand même. Hein, quand je suis avec Borgel tous les jeudis en réunion, c'est le numéro 2 du PS, j'étais au PS pendant quelques années, je ne lui fais pas totalement confiance. Donc c'est bien si effectivement, c'est bien s'il y a un vrai débat des primaires à la loyale très citoyenne, mais si ce n'est pas le cas, il faut que Nouvelle Donne puisse se faire entendre et qu'on ait un plan B, qu'on ait une solution de repli. Il y a une question sur les primaires à 2 tours. Alors évidemment, je pense que la réponse est que Nouvelle Donne ne peut pas décider tout seul, mais c'est un courriel qui t'a été aussi adressé. Est-ce que tu penses que c'est une idée dont tu peux parler, ce groupe des jeudis? Est-ce que c'est une idée qui pourrait émerger au sein de ces groupes de réflexion? La bataille jusqu'à maintenant était pour qu'il y ait des primaires, qu'elles soient ouvertes au maximum de gens, que ce ne soit pas un truc entre partis politiques. Là, ce qu'on a quasiment gagné, là, jeudi dernier, là, avant-hier, c'est a priori que le PS, aussi bien les frondeurs que la direction du PS, Christian Paul, le responsable des frondeurs, était lui-même étonné que ça aille aussi vite du côté de la direction. Ça veut dire que Valls et Hollande ont dégoûté beaucoup de monde et que quand Valls s'oppose aux primaires, en fait, il ne tient plus l'appareil. Pour dire les choses franchement, Manuel Valls ne tient plus l'appareil du PS et ne tient plus les députés à cause de ce qu'ils ont fait sur la déchéance, à cause de la loi El Khomri, à cause du discours de Munich, à cause de... Voilà, pour plein de raisons, Manuel Valls voit un truc qui lui échappe. Manuel Valls ne voulait absolument pas qu'il y ait des primaires, elles vont sans doute se faire. Et jusqu'à maintenant, le combat était là-dessus, que ce soit un débat à la loyale et qu'un calendrier qui permette à tout le monde de participer à ce débat. Le prochain sujet, ce sera quelles sont les conditions pour pouvoir participer à pour ceux et celles qui veulent être candidats. Mais d'abord, on veut qu'il y ait des débats, et c'est seulement à partir de septembre qu'il y aurait l'aspect casting. L'idée, c'est que pour le moment, en avril, mai, juin, juillet, on ait des débats de fond sur le chômage, la précarité, le climat, le logement, le vivre ensemble. Et c'est seulement à partir de septembre, octobre, qu'on rentrerait dans l'aspect casting. Quels sont les noms qu'on pourrait mettre sur des bulletins et comment on les désigne. Et donc,
une des questions, ce sera est-ce que c'est à un tour ou est-ce que c'est à 2 tours. Un tour, ça peut être un mode de scrutin à l'australienne, comme on a fait au sein de Nouvelle Donne pour choisir nos stratégies, où on pouvait voter pour plusieurs textes, et c'est le texte qui a eu le plus de points positifs qui arrive en tête, mais on vote pour tout le monde. Ou alors un truc un peu plus classique, à 2 tours, comme on fait pour les élections législatives, comme on fait pour les municipales, et où il y a des négociations possibles entre les 2 tours. Donc, pour le moment, il y a un débat et qui est loin d'être tranché là-dessus. Donc maintenant, j'ai une question un peu plus, sur les législatives, une question plus technique. Donc, dans le cadre de cette future campagne, comment seront financées les campagnes des candidats? Quelles sont les règles de financement qui vont devoir s'appliquer? Le candidat devra-t-il prendre un crédit personnel? Quelle valeur peuvent prendre les dons, particuliers ou professionnels? Je vais déjà répondre à la dernière phrase. Les dons professionnels sont totalement interdits pour financer toute campagne électorale et tout parti politique. Donc comme ça, dons professionnels à exclure complètement. Donc les dons personnels, oui. Donc la législative, je rappelle juste que ça peut être une élection extrêmement importante pour Nouvelle Donne, puisque c'est la participation à des législatives qui permet d'avoir accès à des financements publics. Alors, je ne peux pas faire comme Nathalie, parler toujours d'argent, mais quand même, ça permet de pérenniser les choses si on avait un peu de financement public et on a des dettes à rembourser. Et c'est vrai que le financement public nous permettrait de faire face. Donc pour avoir accès à ce financement public, il faut être présent dans au moins 50 circonscriptions et faire au moins plus de 1% des voix. Et à ce moment-là, chaque voix nous donne en gros 1,40 € par année sur la mandature qui suit, donc à partir de 2018. Donc ce n'est pas pour tout de suite, mais ce serait des ressources qui rentreraient de manière sûre. Donc voilà pour l'aspect financier qui peut être intéressant. Et évidemment l'aspect politique qui est intéressant pour développer nos idées, mais je crois que l'aspect politique dans les législatives ne peut être que lié à ce qui peut se passer avant et ce qui est la séquence présidentielle dont Pierre vient de parler. Donc l'aspect, alors normalement, la loi, c'est que chaque candidat ou groupe de candidats, quand c'est des listes, organise son propre financement. C'est-à-dire que c'est la liste ou le candidat, là c'est des binômes pour les législatives, est responsable de son financement. Alors, soit les partis sont très riches et avancent de l'argent, prêtent de l'argent, soit aux mandataires financiers, soit à l'association de financement pour faire campagne. Mais ce n'est pas du tout un cas général. La plupart du temps, ce sont les candidats ou les listes qui font appel soit à des prêts privés, soit à des dons pour financer leur campagne électorale. Donc là, on n'en est pas encore là pour savoir comment ça peut se passer. Ce qui est sûr, c'est que d'ici 2017, le parti n'aura pas les moyens de mettre de l'argent sur la table. Pour ce qui est alors ça peut entraîner des choix politiques aussi, de savoir à quel endroit il est pertinent de se présenter ou de ne pas se présenter en fonction des contraintes économiques. Et ensuite, comme dans toute élection, on peut être remboursé de ses frais de campagne si on dépasse les 5%. Donc il n'y a que les européennes où c'est 3%. Donc pour les législatives, on rentre dans le cadre d'un remboursement si on est à plus de 5% et qu'évidemment on a bien rempli toutes les conditions pour être remboursé. Et donc c'est aussi pour ça qu'il faut regarder à quel endroit on se présente, parce qu'il faudra peut-être d'un point de vue économique viser aux endroits où on peut être remboursé, sachant que tout ce qui est propagande, ce qu'on appelle vulgairement le R39, c'est-à-dire les affiches, les professions de foi et les bulletins de vote, on peut avoir, si l'imprimeur auquel on s'adresse nous fait confiance et pense qu'on va faire 5%, on peut avoir ce qu'on appelle une subrogation, c'est-à-dire que c'est l'imprimeur qui prend à sa charge les dépenses et ne nous les facture que si on ne fait pas les 5%, sinon il s'occupe directement avec l'État du remboursement. Donc voilà, c'est des contraintes économiques, techniques importantes qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on va faire la carte électorale et voir à quel endroit il est judicieux de se présenter pour les législatives. Et donc, ça fait partie du travail qui est dans notre feuille de route, de mobilisation aussi des comités locaux, éventuellement des comités territoriaux, pour savoir sur un territoire à quel moment, à quel endroit il est pertinent de se présenter et la façon dont on se présente, si on se présente seul ou, alors je vais dire un gros mot, avec des partenariats. Alors, en gros, pour ce qui est du R39, on va dire en moyenne 4 000 € par circonscription.
Et après, les dépenses, ça peut être très light. La preuve est faite que ce n'est pas forcément en dépensant 50 000 euros qu'on a 50 fois plus de voix que quand on n'en dépense que 1 000. Donc en gros, on pourrait dire que le budget minimum, le R39, mais qui peut être subrogé, et ensuite une campagne sur une circonscription. Alors évidemment, c'est très variable suivant la taille de la circonscription, parce que le nombre d'habitants est à peu près le même dans chaque circonscription, mais à Paris, évidemment, il y a une densité différente. Mais on peut dire qu'un coût moyen de dépenses, ça va être entre 1 000 et 10 000 euros, mais on peut très bien être light. Avant de passer à la dernière partie, la partie programme, d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'il nous manque quelqu'un. Anne a dû partir, et là, je vois l'autre Anne qui va peut-être partir aussi prendre son train. Donc, c'est peut-être le moment, voilà, en direct. Et donc, avant de passer à la partie programme, une dernière question qui est de savoir, bien sûr, qu'il faut tendre vers des objectifs. Donc, 2017 en est un pour les raisons qui ont été évoquées. Est-ce que, d'ores et déjà, vous allez peut-être commencer à se dire que si on est un petit peu pessimiste, peut-être qu'en 2017, on ne va pas arriver là où on aimerait. Et en tout cas, est-ce qu'il ne faut pas déjà aussi commencer à réfléchir sur les échéances électorales suivantes, c'est-à-dire les municipales qui vont revenir, les européennes qui vont revenir, etc. etc. Donc, est-ce qu'il y aurait une réflexion sur, donc sur 2020, 2022, etc. au sein du BN ? Il y a déjà des villes où effectivement, j'étais à Nantes la semaine dernière, où on parlait en même temps des législatives partielles. Comme Jean-Marc Ayrault a démissionné, il y a une législative partielle et ça y est, on a une candidate et un suppléant qui sont déclarés hier à la préfecture. Et en même temps, il y a effectivement des gens de Nouvelle Donne qui commencent à réfléchir au municipal. Mais je pense quand même que si notre objectif est de provoquer un sursaut au niveau du pays et au niveau européen, la question de 2017 est fondamentale. Il y a beaucoup de gens à gauche, même si le mot gauche ne nous va pas forcément, mais dans le camp, il y a beaucoup de gens qui ont renoncé à 2017. Par Jean-Luc Mélenchon, je me souviens de la dernière interview de Jean-Luc Mélenchon il y a 4 ans avant les présidentielles. Jean-Luc Mélenchon disait « Je veux le pouvoir, tout le pouvoir, et je l'aurai dans 10 ans ». Ça m'avait un peu étonné, c'est la phrase qui était reprise en gros. Je m'étais dit, ah bon, il vise 2022, j'étais allé voir sur Wikipédia quel âge il aurait. Et effectivement, en 2022, il aura presque le même âge que Mitterrand quand Mitterrand arrive à l'Élysée. Donc, et il y a plein de gens, Manuel Valls, l'autre jour à la télé, devant un petit garçon, Manuel Valls disait, je serai président entre 2022 et 2032. Au sein d'Europe Écologie, certains disent que pour l'année prochaine, c'est foutu et qu'ils visent 2022. Ils vont se refaire une... Moi, je crois qu'il faut quand même faire le maximum pour créer la surprise. Tous les soirs, quand je suis en meeting, j'explique que mon dernier cours d'histoire à Sciences Po, le plus grand spécialiste de l'Allemagne, en avril 89, expliquait que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. C'était le plus grand spécialiste de l'Allemagne et il avait toutes les bonnes raisons de nous dire que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. Et en fait, non. 6 mois plus tard, le mur de Berlin est tombé. Mais ce n'est pas les vieux partis politiques qui l'ont décidé, ce sont des citoyens qui se sont dit maintenant ça devient insupportable, on n'avait jamais fait de politique et on va se retrousser les manches et ils ont fait tomber le mur de Berlin. Je crois qu'il faut vraiment qu'on soit polarisé sur la question de 2017. Si on croit à ce qu'on dit sur la question du climat, toutes les semaines, je ne vais pas sur le forum et je tweete, toutes les semaines, hélas, je tweete des études sur le climat ou des faits, des règlements climatiques qui sont de plus en plus catastrophiques. La question du chômage, il y a toutes les semaines des gens qui meurent du chômage et de la précarité. La question agricole, Yves en parlerait mieux que moi, mais on va vers une crise agricole, aussi bien la question du revenu des paysans que la question de la qualité de ce qu'on mange ou la façon dont on gère notre petite biosphère. Donc on est près d'un moment d'effondrement. Quand on a créé le collectif Roosevelt, c'était avec Stéphane Hessel et Edgar Morin. Quand Stéphane Hessel et Edgar disaient il faut provoquer une insurrection, avant qu'il y ait un effondrement, il faut provoquer un sursaut parce que l'humanité risque une sortie de route. L'humanité risque une sortie de route. Quand la une de Libération, c'est sur le fait que la Chine s'effondre et les premiers mots, c'est Larouturou avait raison, je n'en tire aucune joie, aucune fierté. Mais effectivement, depuis des années, on était les premiers, Nouvelle Donne, à dire attention, la Chine, ce n'est pas la solution à nos problèmes, c'est la prochaine bombe qui peut exploser. Donc, quand on voit des ratonnades qu'il y a en Corse, quand on voit des lieux de culte qui sont musulmans, qui sont tagués ou mis à feu, donc on est dans une situation catastrophique, l'Europe peut se disloquer, notre pays peut se disloquer. Donc, ça ne me choque pas du tout quand des copains me disent que dans leur ils commencent à préparer les municipales de 2020 ou les régionales. Mais je crois quand même qu'il faut qu'on se concentre sur un objectif. Est-ce qu'on se donne les moyens de créer la surprise ? Le mur de Berlin est tombé. Il y a des moments où les citoyens sont capables de provoquer la surprise. Corbyn a créé la surprise. Tout le monde disait que c'était un vieux monsieur, tout seul dans son coin, un peu ringard. Et Corbyn, alors qu'il avait au début que 2 ou 3 copains, a réussi à redonner le goût de la politique parce qu'il y avait des primaires. Il a accepté d'aller sur le ring, des primaires. Et Corbyn, en quelques semaines, a redonné le goût de la politique à des milliers de jeunes, de précaires, de gens qui ne s'intéressaient plus à la politique. Donc moi, je crois que c'est notre objectif, qu'en étant bien dans une stratégie où il y a aussi le mouvement social. Je serai à Pau dans quelques jours avec les copains d'Alternativa pour essayer d'éviter le sommet
sommet de tous ceux qui veulent faire du forage offshore de plus en plus dangereux, de plus en plus polluant. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a que les élections et qu'on va se flinguer si on n'arrive pas à faire bouger les choses par les élections, mais je crois que c'est bien quand même de ne pas être sur 50 stratégies différentes, et j'aimerais qu'on se donne les moyens de créer la surprise et de donner la possibilité au peuple d'avoir une explosion de joie. Moi, j'ai envie qu'en 2017, ce soit une année qui compte dans l'histoire de la France. Le peuple s'est réveillé, ce que disait Václav Havel, le peuple s'est réveillé, il a fait tomber le mur de Berlin, chacun de nous peut changer le monde. Moi, j'ai vraiment envie, je crois que si on est là aujourd'hui, c'est que j'ai envie la même explosion de joie. J'étais à Athènes quand Tsipras a gagné, il y avait les gens dansaient dans la rue, les grands-pères et les petites filles étaient encore dans la rue jusqu'à 2h du matin. J'ai envie qu'on connaisse la même explosion de joie dans notre pays, et après ça, j'ai envie qu'on ne déçoive pas. Donc voilà, je préférais, sans dire qu'il n'y a que ça à faire, tous les groupes locaux ont une autonomie. Tu nous disais qu'à Bordeaux, toutes les semaines, quasiment, vous faites un débat, un jour sur les réfugiés, un jour sur les monnaies locales. Donc on peut avoir ce foisonnement, mais j'aimerais quand même qu'on lasérise et qu'on se donne un objectif fondamental, et on peut créer la surprise. Il y a des millions de citoyens qui ne se résignent pas à l'injustice et au chaos. À nous de nous donner les moyens de les toucher, de leur redonner du courage et de les remettre en mouvement. Donc ça nous amène directement au dernier point qui est le programme, puisque c'est effectivement à partir du programme qu'on va peut-être réussir donc cet objectif principal de 2017, même si ça ne nous empêche pas effectivement de penser à autre chose.